Bon, on vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être inscrites et inscrits à ce cycle de formation. Aujourd'hui, c'est le second volet de ce cycle que l'on a appelé méthode de langue étrangère contextualisée. On a eu une première rencontre le 10 septembre au Lenguas Vivas avec Rosana Pasquale, qui est professeure de FLE Argentine et qui a fait sa thèse autour de l'histoire de la production, de l'élaboration des méthodes de FLE en Argentine. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans cette rencontre Martina Morin d'Uruguay, Flavia Garcia, qui est argentine et canadienne et qui habite au Canada. Au Québec, pardon. Et Maria Gabriela Braga da Silva du Brésil. Donc, ils vont nous parler des expériences de production de méthodes de français langue étrangère dans leur pays. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le CEF, Centro de Estudios Francófonos, est un projet institutionnel que nous intégrons avec Salomé et Julia, qui sont ici présentes, et Magdalena et Arnoux, qui ne pouvait pas être présente ce soir. Le CEF existe depuis 2018. C'est un projet qui vise à diffuser et à offrir un espace de recherche dans les cultures francophones non hégémoniques, non, on va dire non métropolitaines de France. Donc, voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces expériences de production de méthodes de FLE. Pour la première rencontre, on vous enverra le lien de YouTube. C'est une rencontre qui a été enregistrée. Celle-ci, elle est aussi enregistrée en ce moment pour celles qui ne pourront pas la voir en direct. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Si vous êtes d'accord, les questions, vous pourrez les poser à la fin, oui, à la fin des trois présentations. Et on va présenter les invités au fur et à mesure. Donc, on va commencer par la présentation de Martina Morin. Bonsoir, Martine. Martine coordine le département de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras et le coordinateur de français au Departamento de Lenguas de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de GEIP. ¿Qué es esa sigla, Martín? Qu'est-ce que ça veut dire, le sigle? C'est le sigle que je viens de dire. Ouais, en espagnol, Dirección General de Educación Inicial y Primaria. C'est l'enseignement primaire public. Bien, il est professeur responsable du centre d'examen DELF scolaire à la direction des politiques linguísticas de l'ANEP en Uruguay. Il est titulaire d'un master en sciences du langage de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Et il a travaillé comme professeur de français, coordinateur pédagogique et formateur de formateurs dans les institutions publiques et privées en Uruguay. Il a aussi coécrit les livres Ensemble 1 et 2, qu'il va présenter ce soir, qui sont des manuels élaborés pour l'enseignement du français dans les écoles publiques uruguayennes. Et il nous a gentiment envoyé 2 exemplaires, donc, qui sont à la bibliothèque de français de l'Institut Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Donc, pour ceux qui peuvent venir, ceux qui sont à Buenos Aires ou ceux qui passent par Buenos Aires, pourront les consulter sur place dans notre bibliothèque. Voilà, donc merci Martine. Merci pour cette présentation et surtout pour l'invitation. Comme je disais tout à l'heure en privé, c'est très intéressant pour nous justement de pouvoir rencontrer des collègues dans d'autres pays du continent. Il y a un petit bruit derrière, je ne sais pas si c'est un micro ouvert. Et c'est très intéressant pour nous justement de rencontrer des collègues et connaître d'autres expériences d'élaboration des ressources pédagogiques, donc contextualisées dans chaque pays pour l'enseignement du français. Moi, je vais présenter le plus rapidement possible, dans les 20 minutes à peu près que voilà, on nous a proposé de présenter, la méthode Ensemble
voilà. La méthode ensemble, je suis obligé de contextualiser un peu parce qu'en fait, c'est pas juste un livre, une méthode de français langue étrangère. Elle n'est pas indépendante d'un projet plus vaste qui a commencé en 2018, décembre de 2018, début 2019, pour l'introduction du français, l'enseignement du français dans les écoles publiques uruguayennes. Donc, c'est un projet pilote qui démarre en 2019 et fruit d'un accord, des coopérations éducatives et linguistiques entre l'Uruguay et 4 pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Et c'est d'accord finalement pour l'introduction du français qui était censé être un projet pilote, à continuer jusqu'à présent. Donc actuellement, nous avons bientôt une quinzaine d'écoles, 14, mais il y a une nouvelle école qui va commencer très prochainement. 15 écoles dans le territoire uruguayen, dans l'ensemble du pays. Et là, vous pouvez voir un petit peu la carte de l'Uruguay. Avec cette répartition, donc c'est pas juste cantonné à la capitale, à Montevideo dans le sud, sinon qu'en fait, voilà, on essaie aussi d'atteindre l'intérieur du pays. Donc, moi, je vais présenter rapidement cette contextualisation sur l'histoire du projet pilote. Je vais montrer un petit peu, parce que c'est le but de cette rencontre, de faire connaître finalement les livres ensemble 1 et 2. Mais ça m'intéresse particulièrement finalement le thème de ce cycle, hein, c'est d'approche contextualisée, et c'est à peu près voilà. On a pas mal présenté les livres, mais j'ai choisi aussi l'axe et cette réflexion finalement. J'ai été obligé de revenir un petit peu sur la question en quoi les livres ensemble sont, ils ont bien sûr élaboré en Uruguay par des enseignants uruguayens, en partie pour des apprenants uruguayens, mais j'ai essayé de réfléchir en quoi ces livres et ces méthodes sont contextualisés. Et après, un petit bilan des perspectives très rapide. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'historique du projet, c'est l'introduction, un programme d'introduction français dans les écoles publiques qui démarre en 2018. L'enseignement les cours des langues commence en mars de 2019. Sur actuellement 14 écoles, de 11 départements, et ça concerne les groupes de quinto et sexto año de l'enseignement primaire, c'est-à-dire ce sont les 2 dernières années de l'enseignement primaire, avec un public scolaire d'enfants entre 10 et 12 ans. Disons un petit peu l'originalité aussi du projet dès le départ, ça a été que en fait les cours suivent une modalité présentielle, mais on a aussi des cours à distance. Ce qui a été finalement assez utile, et vous le verrez, pendant la pandémie, parce que d'une certaine manière, je ne sais pas qu'on était prêt, mais on avait déjà travaillé sur des ressources numériques pour l'enseignement à distance. Les cours ont lieu 2 fois par semaine, ce sont des cours de 60 minutes, et à peu près, nous avons 1500 apprenants actuellement dans les écoles. Là, je montre ça rapidement parce que je suis co-auteur avec des collègues. D'ailleurs, ma collègue Marjorie Ponce, je crois qu'elle est connectée. Je tiens à la remercier, bien sûr, parce que c'est un travail de longue haleine. D'abord, le livre Ensemble 1, qui a été publié en 2020, et qu'on a élaboré avec Hyacinthe Pourchet et Lucien Morin. Hyacinthe Pourchet et actuellement Marjorie Ponce sont en fait des experts techniques internationales qui, en fait, dans cet accord entre l'éducation nationale uruguayenne et la France, mais d'autres pays aussi francophones,
Ouais, on entend un bruit, mais je ne sais pas si Allô, allô, ça va être ça je qu'on suis bien là. Là, c'est bon. Je suis de retour. Bah, eh ben, je ne sais pas pourquoi j'étais... Voilà. Vous voyez aussi l'écran, le partage d'écran, oui. Oui. Voilà. Donc, on a élaboré, vous pouvez voir ici, on a le soutien aussi des ambassades et de l'Institut français pour ce qui est finalement du financement de l'impression de ces livres. C'est quoi les livres ensemble 1 et 2? Donc, c'est une méthode, en fait, un ensemble de ressources pédagogiques. Il y a les livres en papier, version papier, mais aussi la version numérique. Il s'agit d'un PDF enrichi, c'est-à-dire que finalement, les liens ils sont actifs et aussi on peut écrire sur ces PDF. Nous avons élaboré les audios et les vidéos. Librement, tout ce matériel est disponible finalement pour les téléchargements des enseignants et des apprenants. Il y a un volet numérique avec les activités interactives sur la plateforme Créa de Ceibal. C'est l'environnement numérique pour l'enseignement public uruguayen, pour tous les niveaux, primaire, secondaire et l'enseignement technique. Et nous ajoutons dans cet environnement numérique les contenus complémentaires ou les activités complémentaires élaborées aussi par nos enseignants. Alors, pour les contenus, la structure et finalement l'approche des livres ensemble 1 et 2, en fait, nous avons déjà, à la base, nous avions quelques critères pour l'élaboration, c'est-à-dire que, voilà, le niveau déjà disons, était établi par rapport au cadre commun européen des références pour les langues, hein, pour un niveau 1-1 en fin de parcours. J'ai dit adaptation au programme uruguayen pour l'enseignement des langues étrangères et des langues secondes parce qu'il y a un programme pour les langues étrangères, mais le français n'était pas présent. Et officiellement, il n'est toujours pas, mais nous suivons les orientations voilà, curriculaires et méthodologiques pour l'enseignement des langues. La progression de chaque livre est une progression avec 5 unités, et chaque unité avec 3 leçons construites sur un travail des 4 macro-habilités voilà, de la communication. On a fait une attention particulière à inclure finalement une approche sensible de l'interculturel de la francophonie, parce qu'il n'y a pas que la France qui en fait accompagne ce projet. J'ai dit tout à l'heure le Canada, la Belgique et la Suisse, mais en fait l'approche est vraiment d'une francophonie très, très ouverte et très large. Et on a aussi dû inclure des évaluations progressives à mi-parcours et en fin de parcours, mais aussi la préparation aux examens DELF prime, puisque nous sommes centre habilité pour la passation des certifications DELF. Alors, l'organisation du livre est voilà, assez classique en ce qui correspond aux méthodes FLE. Comme je disais tout à l'heure, avec 5 unités. L'originalité, peut-être, c'est que nous avons une unité 0. Mais ça, c'est parce qu'on a oublié plein de choses qu'on a dû mettre à la fin, donc ajouter une unité 0. C'est une petite boutade, mais c'est aussi que, en fait, on voulait commencer avec avec quelques acquis, même si les enfants n'avaient jamais appris formellement le français, mais partir des acquis, ne serait-ce que culturels, sur la langue et cet espace francophone très, très large. Dans ces tableaux de contenu, on peut voir une organisation par objectifs communicatifs, linguistiques et lexicaux. En fait, quelque chose, c'est un peu petit, mais on verra tout à l'heure, c'est point de culture. On ouvre une fenêtre vers les aspects interculturels de cet espace francophone. Chaque leçon, en fait, c'est une méthode un peu clé en main, parce que nous n'avions finalement pas des enseignants formés à l'enseignement du français dans les écoles publiques. Donc, on a voulu assurer dans cette progression vraiment une séquence sur les
4 compétences, les 4 macro-habilités, et finalement aussi avec cette idée de finir avec une tâche, donc c'est à toi de jouer, une tâche intermédiaire, une tâche finale, avec, voilà, finalement, des ressources aussi audio et vidéo, où les enseignants peuvent retrouver finalement une séquence, voilà, clé en main, à être finalement utilisée. À la fin de chaque unité aussi, il y a cette page culture où on retrouve sur les objectifs thématiques, à chaque fois un volet où on peut, finalement, l'apprenant peut retrouver des réalités de l'espace culturel francophone, mais aussi de l'espace culturel uruguayen avec des acteurs. Ici, on peut voir des athlètes uruguayens où les enfants doivent finalement comparer ou aussi eux-mêmes voilà, apporter ou élaborer des productions personnelles sur l'Uruguay dans la francophonie. Il y a aussi à la fin de chaque unité une page d'activité complémentaire et après 2 unités, des activités d'entraînement au DELF Prime. Alors, sur le thème de l'approche contextualisée, en fait, et c'est là où je vous dis que c'est un petit peu la réflexion que j'essayais de mener. En fait, je considère que le livre ensemble offre une approche contextualisée de l'enseignement du français et langue étrangère pour les enfants parce que on intègre des situations réelles, on ouvre finalement la porte à un dialogue interculturel. On a été très attentif aussi à ce qu'il y ait des acteurs de la francophonie présents, uruguayens et autres. Et on propose une progression et un parcours d'études où les élèves sont amenés à réfléchir aussi sur leur progression, mais aussi sur le parcours d'études qu'ils pourront suivre après, qu'est-ce qui va se passer après, quand ils finiront l'apprentissage du français à l'école. Je pense que aussi le travail et l'élaboration des ressources complémentaires multimédia et l'environnement numérique offrent aussi la possibilité de contextualiser l'apprentissage. Et après, le volet respect de la diversité, ou avec, c'est pour ça que c'était Marjorie Ponce, co-autrice du livre Ensemble 2, en fait, ça nous a pris beaucoup de temps à réfléchir sur l'ensemble des contenus proposés, y compris les images, et vraiment c'est ce qui nous a pris peut-être le plus de temps de revenir beaucoup sur tout le travail graphique et iconographique. Alors, quand on parle de situations réelles, c'est parce que dans nos leçons et unités, en fait, on les a élaborées avec des réalités proches des enfants et des apprenants. D'accord ? Par exemple, ici, on peut voir un enfant qui va s'inscrire à la médiathèque de l'Alliance française de Montevideo, où les enfants vont organiser un voyage scolaire dans les Termas de Rapey, à Salto, en Uruguay. Où, quand on travaille la météo, évidemment, les enfants doivent voilà, produire sur la météo en Uruguay. Ça continue finalement la séquence. Quel temps fait-il dans les Termas de Rapey pour partir donc en voyage scolaire? Et le petit projet à la fin, c'est organiser un voyage scolaire à Minas. Donc, c'est finalement que les enfants retrouvent leur réalité quotidienne. C'est pas un voyage en avion quelque part dans un pays à l'étranger. C'est vraiment quelque chose que les enfants des écoles publiques uruguayennes organisent, notamment les élèves de sexto año à la fin de l'année, le voyage scolaire, voilà, dans le pays. Dialogue interculturel, c'est parce que dès le départ, ça c'est la première page d'ensemble 1,
On commence en espagnol avec une vidéo enregistrée par une youtubeuse uruguayenne sur le Dia international de la francophonie, voilà. Et c'est un porte d'entrée à la francophonie, c'est la première page du livre Ensemble 1. Ce n'est pas le français de Paris, de France, c'est vraiment l'ensemble de cet espace mondial où on parle français, y compris en Uruguay, qui est un pays observateur de l'OIF. J'oublie, Marjorie pourra peut-être le rappeler dans le chat depuis quelle année. Mais aussi dans ces doubles pages culturelles où on va faire entrer voilà, ces dialogues des cultures. On va travailler voilà, les cultures du monde, signaler le fait que l'Uruguay est un pays pluriculturel et plurilingue, même si on peut penser que parmi les pays d'Amérique latine, c'est un pays assez homogène, mais ça reste un pays qui a en fait bénéficié de beaucoup d'émigration et où on parle d'autres langues, pas seulement l'espagnol, notamment le portugais dans le nord du pays. On a aussi voulu que des acteurs de la francophonie témoignent, et plus que témoignent, qui en fait intègrent cette progression d'apprentissage, notamment dans les vidéos ou les audios. Donc, on a demandé finalement à ces acteurs de la francophonie que l'on connaît dans le réseau finalement du français en Uruguay. Par exemple, à Efuka Lontange, qui est un Congolais qui habite en Uruguay depuis de nombreuses années, qui est directeur du ballet africain de Montevideo, et il nous a enregistré une vidéo pour le livre, ou Zina Demas, journaliste à l'AFP, qui habitait à Montevideo, elle est partie maintenant, qui raconte finalement son expérience dans différents pays en tant que journaliste. Ou par exemple Mario D'Amico, qui est un facteur d'orgue et qui a travaillé qui a dirigé la restauration du grand orgue de Notre-Dame à Paris. Et par exemple, c'est là, peut-être on pourra venir tout à l'heure dans cette approche de la diversité. Son français n'est pas parfait, hein, évidemment, c'est un Uruguayen qui a appris le français, mais son niveau lui permet de travailler. Et finalement, il nous offre ce témoignage. Nous avons élaboré finalement les activités à partir de cette vidéo. Je considère aussi que d'inclure la progression et le parcours d'études des apprenants dans la méthode constitue aussi une approche contextualisée parce que les apprenants peuvent revenir sur leur apprentissage ou réfléchir à tout moment sur leurs études du français. Et notamment, pas seulement dans cette auto-évaluation, il y a un portfolio, somme toute assez classique, mais par exemple, il y a des informations sur la possibilité de poursuivre des études de français quand ils vont finalement quitter l'école et entrer dans l'enseignement secondaire. Donc ici, on peut voir un petit document sur le Centre des langues étrangères qui fait partie de l'enseignement secondaire en Uruguay. Et après, le volet multimédia et numérique nous permet aussi de contextualiser l'apprentissage parce qu'on inclut pas mal des sites ou des pages de liens existants, mais parce qu'on va intégrer cet environnement numérique CREA, qui est un environnement numérique pour tout l'enseignement public en Uruguay, où les élèves vont élaborer leur production orale ou écrite, mais aussi parce qu'on intègre, je disais tout à l'heure, on a travaillé à l'élaboration, à l'enregistrement des audios et des vidéos avec, pardon, c'est mon compte à rebours, donc ça veut dire que je dois finir, avec finalement notre réseau, ça a été assez artisanal, comme je le disais tout à l'heure, et nous avons enregistré avec l'aide
la communauté francophone d'Uruguay. Donc, on retrouve aussi tous les accents dans les audios et dans les vidéos. Et ça, c'est très important pour nous que les élèves, que les apprenants puissent aussi retrouver finalement des Uruguayens dans les audios, des Uruguayens qui parlent en français avec leur accent propre. Et le respect de la diversité, pour moi, c'est un peu polémique, disons, dans ce que je disais tout à l'heure, le volet graphique, ce travail sur l'image, mais on a essayé d'intégrer l'ensemble de l'idée que, en fait, l'Uruguay est un pays aussi plurilingue, d'accord, et un pays pluriculturel. Et on a été assez sensible, respectueux à ce que cette diversité se reflète dans l'ensemble des thèmes travaillés, abordés, mais aussi dans toute la partie graphique. Donc, c'est surtout des photos, il y a quelques illustrations. On ne retrouve pas des enfants uruguayens avec la tunique blanche et le nœud bleu, parce qu'en fait, on ne voulait pas trop non plus diriger d'un point de vue graphique le texte, sinon qu'on voulait que ça soit en même temps, disons, intégrant cette diversité, mais neutre pour que chacun puisse se retrouver. Donc, on n'a pas non plus essayé de ce qu'on dirait en espagnol, bajar ligne, diriger trop la représentation de cette diversité, mais voilà, dans l'élaboration, notamment avec Marjorie, mais aussi avec Hyacinthe, on a été très, très attentifs à tout ça. Pour le bilan et les perspectives, le projet, le programme continue. Je vous disais tout à l'heure, il y aura bientôt une 15e école qui va commencer avec les cours de français en province, à l'intérieur du pays. Mais le volet institutionnel est important à ces niveaux-là. Comme voilà, dans la présentation, vous avez vu, je suis aussi coordinateur de français dans le primaire. Et donc, on visite les écoles, on peut voir finalement, et ça c'est super intéressant, et ça pourrait finalement conduire à une réflexion un peu plus approfondie sur la question, sur l'usage du livre voilà, dans la classe. Et bon, évidemment, on voit un peu de tout. Est-ce que c'est vraiment contextualisé? En fait, l'objectif, c'est ça. Après, je me posais un texte, un livre de texte, une méthode FLE, c'est une ressource de plus pour les enseignants. L'objectif a toujours été, finalement, de susciter l'envie, la motivation, pour que les enseignants eux-mêmes et les apprenants contextualisent leurs apprentissages. Deux fois, on voit des situations qui nous interrogent, bien sûr. On se pose la question quand cela arrive, finalement, on propose une activité téléchargée d'Internet ou une photocopie d'une méthode FLE ou d'une éditoriale, parce que finalement, l'objectif a toujours été de contextualiser l'enseignement pour que les apprenants se retrouvent, pas seulement pour la motivation, mais aussi pour faciliter l'acquisition et l'intégration des nouveaux savoirs. Il s'agit d'une politique de l'ANEP, comme je vous disais, en fait, ça fait partie d'un ensemble de livres pour l'enseignement d'autres langues aussi, de l'anglais, de l'arménien, de l'espagnol. Et tous ces textes, finalement, ont un point commun, c'est d'élaborer des ressources, pas simplement pour, disons, des facteurs économiques, mais aussi, finalement, des politiques éducatives pour que ces apprentissages soient vraiment le plus proche de nos apprenants. Est-ce que cela marche toujours? Comme je vous disais tout à l'heure, bon, ça reste à voir. En tout cas, voilà, il faut accompagner le travail avec ces livres. Et
et voilà. Mais les perspectives sont très positives et nous travaillons voilà, au quotidien pour finalement rapprocher ces textes, à travers les textes, à travers les livres ensemble, le français pour nos apprenants dans les écoles publiques. Voilà pour ma présentation. Ici, vous avez mon adresse mail. Si voilà, vous voulez me contacter, vous voulez nous contacter à la direction des politiques linguistiques, et volontiers, on pourra voilà, vous partager plus d'informations concernant les livres ensemble. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour cette présentation très intéressante et très claire. Il y aura certainement des questions à la fin de cette rencontre. Juste pour expliciter, le sigle ANEP, c'est l'Administration nationale de l'éducation publique en Uruguay. Ce serait l'équivalent du ministère de... C'est l'équivalent du ministère. En fait, il y a le ministère de l'Éducation et de la Culture, mais à côté, disons, du ministère, il y a l'Administration nationale de l'éducation publique avec une direction, CODICEN, Consejo Directivo Central, parce que c'est un conseil. Et finalement, c'est véritablement le ministre de l'Éducation avec tous les programmes qui travaillent et la direction des politiques linguistiques et le bureau finalement détaché pour l'enseignement des langues et la coordination de l'enseignement des langues sur l'ensemble du territoire. Et là, nous avons aussi l'anglais, le portugais, l'italien, l'arménien, l'espagnol langue étrangère. Et je pourrais vous partager tout à l'heure les liens, parce que là, il y a d'autres textes dans d'autres langues. Et voilà, mais le livre Ensemble 1 était le premier livre des langues étrangères pour les enfants des écoles publiques. Donc, voilà, nous avons voilà. C'est honneur. C'est un travail vraiment énorme que vous avez fait. Il y a des félicitations qui arrivent par chat. C'est un travail. Le livre Ensemble 1, nous l'avons fait, ça a duré 1 an. Le livre Ensemble 2, ça nous a pris 2 ans. Mais après, voilà. Évidemment, c'était une grande aventure un peu finalement. L'objectif ça a toujours été très clair, d'avoir une méthode, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de programme, comme je vous disais. Nous avons dû élaborer le programme d'abord. Et c'est un travail de synthèse. Je vous ai montré, il y a d'autres partenaires, il y a certaines contraintes, c'est-à-dire les niveaux du cadre qu'il faut respecter, parce que les apprenants peuvent se présenter aux certifications DELF Prime 1 en fin de parcours, mais aussi les orientations de l'enseignement public uruguayen. Donc, faire cette synthèse, ça prend beaucoup de temps. Mais si je devais finalement mettre en avant une qualité de la méthode Ensemble, c'est ça. C'est la synthèse qu'on a pu réaliser. Et finalement, le succès, c'est que maintenant, le programme de français dans les écoles publiques, finalement, a pris le nom Ensemble. Donc, maintenant, on parle du programme Ensemble suite au livre. Donc, voilà. Après, je peux aussi partager un lien avec des articles d'autres présentations sur l'historique de ce projet. Et voilà. Bien, merci Martine. Donc, on va continuer cette rencontre avec Maria Gabriela Braga da Silva. Bonsoir Maria Gabriela. Maria Gabriela, elle est professeure de français au collège Pedro II, je le dis en espagnol, de Rio, au Brésil. Elle est titulaire d'un master en études de langage à l'Université fédérale Fluminense et d'une spécialisation en enseignement du FLE à l'Université de l'État de Rio. Elle est aussi présidente de l'Association des professeurs de français de l'État de Rio de Janeiro. Voilà, merci Victoria. Je suis toujours très anxieuse dans ces situations-là, mais je suis très contente de votre invitation. Comme Martine, je vais contrôler le temps
Et donc, je vais mettre en plein écran et je vais arrêter de vous voir. Vous m'écoutez bien? Oui, parfaitement. Très bien, oui. Donc, en une minute, s'il vous plaît. Ah, ok, je peux vous voir. Donc, je commence donc à présenter notre expérience d'élaboration de matériel au Collège Pedro II. Donc, je fais partie d'un département et je représente le département. Je suis co-autrice des 2 collections que nous avons produites au fil des dernières années. Donc, là, je vais commencer. Donc, à mon avis, il fallait que je vous présente le Collège Pedro II pour que vous sachiez dans quel contexte nous avons élaboré nos manuels. Et donc, je vous parle un petit peu du Collège Pedro II autrefois pour arriver à notre situation actuelle. Pourquoi nous avons décidé d'élaborer des manuels de français, comment a été le travail et à la fin, je crois que nous allons avoir le temps, je vais vous présenter rapidement une séquence pédagogique. Donc, le Collège Pedro II a été créé au XIXe siècle à Rio, à partir du modèle des 2 lycées français, Louis le Grand et Henri IV. Le collège a été créé pour servir de référence pour l'enseignement secondaire au Brésil à cette époque-là. Il a toujours été une institution publique puisqu'il s'agit d'une institution du gouvernement de l'Empire à l'époque, mais ce n'était pas gratuit. Donc, au moment de la création, le Collège Pedro II a été créé pour servir de formation pour les enfants des élites brésiliennes de l'époque. Et la discipline française était obligatoire depuis le début jusqu'en 2017. Juste pour que vous sachiez, tous les étudiants qui étudiaient au Collège Pedro II avaient le français à un certain moment de leur formation, mais à partir de 2017, ils ont pu choisir en 6e s'ils allaient, outre l'anglais, ils allaient étudier le français ou l'espagnol. Donc, si l'étudiant actuellement choisit l'espagnol au collège et ensuite au lycée, il ne va plus étudier le français au collège. C'est quelque chose de très récent dans notre parcours. Cette photo-là est la photo du campus où je travaille, qui se trouve au centre-ville de Rio. Et donc, ce bâtiment existe depuis presque 200 ans. Donc, juste depuis le 19e siècle, les professeurs du Collège Pedro II ont produit des manuels, puisque, comme je vous ai dit, le collège servirait de référence pour l'éducation nationale brésilienne. Les professeurs du Collège Pedro II produisaient des livres didactiques, du matériel. Donc, je passe rapidement par ces manuels-là. Je profite du travail de recherche de ma collègue Maria Teresa Fantinato, qui a rassemblé donc tout ce matériel-là, des manuels qui avaient été produits autrefois. Et vous voyez, il y a des noms français parce que beaucoup de Français ont travaillé au Collège Pedro II depuis sa création dans les années au 19e siècle. Et donc voilà, même aux années 1950, 1970, nous avions des livres produits par les professeurs du collège. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, quand la France a créé cette politique du français à langue étrangère, et nous avons commencé à avoir ici du matériel produit en France. Donc, l'avènement de la politique du FLE a beaucoup influencé le choix des manuels qui étaient utilisés au Collège Pedro II. Et donc, à partir de ce moment, on a aussi utilisé les livres qui étaient utilisés un peu partout, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens connaissent le Mauger et Guy Capel, et donc d'autres manuels élaborés par des auteurs étrangers. Et aux années 1990, même si nous avions les manuels élaborés par les auteurs étrangers, nous avons aussi un manuel et nous n'avons pas trouvé la couverture de ce matériel.
produit par Fanny et Gilda, qui étaient des professeurs au Collège Pedro II aussi. Donc, aujourd'hui, le Collège Pedro II compte presque 15 000 apprenants dans 15 campi différents dans l'État de Rio de Janeiro. Je vous montre ici 2 photos des nouveaux campi qui ont été inaugurés aux années 2000. À gauche, vous avez un campus à Duque de Caxias, qui est une ville de l'État de Rio, et l'autre à Realengo, c'est un quartier loin du centre-ville, et nous sommes très contents d'avoir de nouveaux campi du Collège Pedro II, parce que le Collège Pedro II est très reconnu au Brésil par la qualité de l'enseignement, et nous sommes très fiers d'avoir de nouveaux campi dans des régions défavorisées de la ville qui n'avaient pas accès qui sont loin du centre-ville. Donc, nous sommes très fiers de cette expansion qui a eu lieu au début des années 2000. Donc, avec cette expansion et avec un petit changement du statut du collège au Brésil, actuellement, nous sommes présents donc à l'école, au collège, au lycée. Nous avons des licences, nous avons des spécialisations, une spécialisation en enseignement de français, langue étrangère aussi, et nous avons des masters aussi au collège. Nous sommes presque plus de 1400 enseignants. Dans notre département, nous sommes 32 professeurs actuellement. Je sais que c'est un nombre qui peut surprendre parce que nous sommes vraiment une grande institution, mais en ce moment, dans le domaine des langues étrangères, nous sommes en situation minoritaire parce que je suis au Collège Pedro II depuis 11 ans et quand j'ai commencé, nous étions 44 professeurs de français. Et actuellement, le Collège Pedro II est une institution publique, gratuite et avec un système important de quotas raciaux et sociaux pour entrer au collège. Donc, pourquoi nous avons décidé d'élaborer des manuels de français? Le français n'est pas présent dans le document officiel de l'éducation nationale brésilienne. En 1999, on a créé l'examen national de l'enseignement moyen. C'est un peu comme le baccalauréat au Brésil. C'est un examen qui permet aux étudiants d'entrer aux universités. Donc, et au début, cet examen ne prévoyait pas des épreuves de langue étrangère. Et quand les langues étrangères sont entrées au ENEM, comme on l'appelle, il n'y avait que l'anglais et l'espagnol prévus. Donc, si le français n'était pas prévu dans cet examen national, il n'était pas non plus prévu au PNLD, qui est notre programme national du livre didactique brésilien. Et le document officiel de l'éducation brésilienne le plus récent, la base nationale commune curriculaire, ne prévoit même pas l'espagnol. Là, c'est quelque chose pour parler à un autre moment, mais c'est quelque chose contre laquelle on se bat parce que la base nationale ne prévoit que l'anglais comme langue étrangère à être enseignée dans le réseau national brésilien. Bien sûr qu'il y a des écoles qui maintiennent l'enseignement d'autres langues étrangères, comme le Collège Pedro II, mais c'est ça, n'est-ce pas? La discipline n'est pas prévue. Donc, les disciplines qui ne sont pas prévues dans notre programme du livre didactique doivent trouver des moyens. Donc, nous utilisions au Collège Pedro II des manuels des maisons d'édition étrangères qui n'étaient pas, nous savons très bien, n'étaient pas à un coût possible à tous les étudiants si nous pensons que nous sommes une institution publique et beaucoup d'étudiants, je peux dire la majorité des étudiants du Collège Pedro II viennent d'un milieu défavorisé. Pourquoi nous utilisions des manuels des maisons d'édition étrangères
parce que les étudiants brésiliens reçoivent les livres, les manuels du gouvernement brésilien. Mais le français n'était pas prévu au programme national, donc les étudiants devaient payer par les livres. Donc, à un certain moment, nous avons, même si à un certain moment, le collège a prévu d'attribuer des livres, il y a eu un programme institutionnel à travers lequel les étudiants recevaient, les étudiants qui faisaient partie des programmes, qui recevaient des allocations, je dirais comme ça, du collège Pedro II, pouvaient recevoir les livres, mais ce n'était pas la majorité des étudiants. Donc, à un certain moment, les étudiants d'anglais recevaient les livres, les étudiants d'espagnol recevaient les livres du gouvernement, mais les étudiants de français ne recevaient pas les livres. Donc, nous avons décidé de créer notre programme. Nous avons décidé d'entrer dans cette tâche que je vais appeler herculéenne, tout le monde faisait déjà, bien sûr, son matériel didactique ou plusieurs matériels différents, mais monter des manuels, vraiment, c'était une grande entreprise pour nous. Donc, avant de commencer à élaborer les livres, et là, vous allez voir que notre préparation a été un peu plus artisanale que celle du groupe de Martin, parce que vous allez voir. Donc, avant le début des travaux, nous avons créé un groupe de travail qui a élaboré les programmes, qui a décidé les thématiques pour les différentes années de scolarisation. Nous avions un engagement du groupe que nous allions avoir une perspective décoloniale. Donc, nous sommes à Rio, nous sommes dans une école publique. Les étudiants du Collège Pedro II ne vont pas faire du ski en Suisse pendant les vacances. Donc, nous devions utiliser des exemples de notre contexte, dans les possibilités des étudiants, n'est-ce pas? Et les étudiants du Collège Pedro II ne sont pas tous blancs. Et donc, il fallait trouver des exemples plus proches de leur réalité, de notre réalité. Donc, notre groupe a commencé avec des rencontres hebdomadaires de 1h30, mais ces rencontres dépassaient toujours ce temps parce que nous avions beaucoup de choses à faire ensemble et nous avions 2 ou 3 coordinateurs pour chaque volume et c'était un vrai travail d'équipe parce que vous allez voir dans les prochaines étapes que tout le monde a beaucoup travaillé d'une manière collaborative. Là, donc, nous avons créé le GPEND, parce qu'en portugais, on appelle un grupo de pesquisa. Donc, voilà, notre GPEND, notre groupe de recherche et élaboration des matériels didactiques. Je vous apporte un exemple parce que c'est un volume dont je suis co-autrice. Une de nos collections s'appelle C'est nous. Je vous apporte donc l'exemple du Non-One. Non-One, c'est la 3e année en France. Et tous les volumes, nous avons 4 volumes dans cette collection, mais ils ont la plupart des volumes à 4 modules. Donc, un premier module, le module 0, pour faire une révision des contenus de l'année précédente, et les autres modules 1, 2 et 3. Chaque module de ces volumes a été élaboré par 2 ou 3 professeurs, donc un petit groupe dans un grand groupe. Et le résultat que ce petit groupe obtenait était toujours soumis au grand groupe. Donc, tout le monde faisait des suggestions, des corrections, tout le monde proposait quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un travail d'équipe, parce que tout le monde travaillait vraiment pour tous les modules. Et à un certain moment, pendant que nous faisions la collection C'est nous, nous avions aussi un autre groupe de travail, un autre sous-groupe de travail qui travaillait dans une autre collection.
Et donc, au moment de faire la révision finale du travail, nous avons échangé avec ce groupe. Donc, ce groupe a reçu notre travail et l'a révisé et vice-versa. Nous avons reçu son travail, parce que je parle du groupe, et nous avons révisé le travail qu'ils ont fait. Je parle très vite, je ne sais pas. Je ne vous vois pas, donc. Non, c'est OK, on te suit. On te suit. Et bien sûr, comme j'avais dit, n'est-ce pas, c'est une tâche pas facile à faire, pas évidente. Donc, nous avions, je ne vais pas dire du mal, mais c'était un travail un peu plus difficile de trouver des documents authentiques libres de droit. Donc, nous avons cherché des documents libres de droit la plupart du temps, parce que on ne peut pas, nous ne sommes pas une maison d'édition, nous sommes une école publique. Et nous avons 3 collections que je vais montrer dans quelques minutes, mais nous avons une collection qui s'appelle Réseau, qui est 100% libre de droit. Pour ce que nous pouvions faire, nous avons trouvé des images libres de droit, parfois des documents, mais nous avons dû faire quelques, je vais entre guillemets dire, des manœuvres pour travailler avec des documents qui n'étaient pas libres de droit. La mise en page aussi était un défi parce que, comme je vous ai dit, nous n'avions pas d'appui d'autres institutions que le Collège Pedro II. Et vous allez voir que notre mise en page a été faite sur Word. Les couvertures de nos livres ont été produites très gentiment par des amis, et je vais vous montrer, par un ami en spécial. L'impression des livres a aussi été un défi parce que le Collège Pedro II n'a pas une imprimerie. Chaque campus, bien sûr, a ce que nous appelons une mécanographie. Bon, donc, l'impression était en charge de chaque campus. Et la révision des volumes aussi est un défi parce que nous savons qu'au moment où on décide de produire des livres, des manuels, il va falloir faire la révision de ce travail dans peu de temps. Et nous avons déjà 2 volumes qui ont été révisés par notre groupe. À propos des impressions, bon, je vais vous montrer quelque chose et ensuite je peux parler un peu parce que nous avons une nouveauté en ce qui concerne l'impression des manuels. Donc voilà, les couvertures de nos livres. Entre 2017 et 2023, nous avons élaboré au moins un volume par an. Ensuite, nous préparions, pendant que nous finissions la collection C'est nous pour le collège, les collègues finissaient la collection Réseau pour le lycée. Donc voilà, du matériel original élaboré par les enseignants du département de français. Nous avons donc 10 volumes, 3 collections. Pourquoi 3 collections? La collection C'est nous a été préparée pour le collège, comme j'ai dit. La collection Perspective a été créée pour les étudiants qui avaient déjà étudié le français au collège et qui continuaient à étudier le français au lycée. Et la collection Réseau a été créée pour les étudiants qui entrent au Collège Pedro II, au lycée, qui n'avaient pas encore étudié le français. Donc, on a cette distinction entre les étudiants débutants en français au lycée et ce que nous appelons en français qui continue, n'est-ce pas, en français pour ceux qui avaient déjà étudié le français avant. Et là, donc, je vous montre, voilà, cette séquence parce que nous tenons beaucoup à cette séquence, mon groupe, et comme je vous avais dit, il y a eu un groupe d'élaboration des programmes. Et pour ce module du non-one, de la 3e, qui s'appelait Des vies et des écrits, nous avions 3 tâches, disons, 3 contenus que nous devions avoir dans notre module. Donc, nous avions lire, comprendre et écrire des textes biographiques et des récits, distinguer l'événement et la description au passé et exprimer l'indéfinition. Et donc, nous avons décidé de parler des écrivains. Nous avons donc à la page à droite
et les images des 5 écrivains. Peut-être que vous connaissez quelques-uns, parce que ce sont des écrivains francophones. Et il y a aussi la première, qui s'appelle Conceição Evaristo, une écrivaine brésilienne, très chère du public brésilien. C'est quelqu'un qui est devenu célèbre à l'âge de 65 ans. Et nous avons à la fin Chimamanda. Et donc, voilà, nous avons juste mis les images et quelques informations des écrivains. Et à la fin, on a posé la question aux étudiants. Qu'est-ce que ces personnalités ont en commun? Bien sûr que les étudiants pourraient dire ils sont tous noirs, mais ils sont aussi tous des écrivains. Donc, nous voulions présenter des écrivains aux étudiants. Et à la page suivante, donc, nous avons des courtes biographies de ces écrivains, une petite compréhension des écrits. Et là, dans ces biographies, on reprend les 2 temps du passé qu'ils avaient travaillé auparavant, donc le passé composé et l'imparfait. Et là, ils vont voir ces 2 temps verbaux utilisés en même temps dans un texte. Et voilà, je passe par la partie des grammaires, je ne vais pas rester longtemps ici. Et c'était un autre engagement que nous avions dans ces collections, était que le livre est travaillé avec le professeur, mais il peut aussi être travaillé en autonomie par les étudiants. Si jamais ils ne sont pas présents à un certain cours, ils sont capables de reprendre le contenu. Et donc, nous voulions vraiment que ce soit comme ça. Sur cette page, nous avons donc un exercice où ils vont utiliser les temps verbaux, le passé composé et l'imparfait pour parler d'une personne très importante, une personnalité du mouvement noir au Brésil, Lélia Gonzalez. Et c'est intéressant parce qu'à la fin de l'exercice, ils vont se rendre compte que Lélia Gonzalez a étudié aussi au Collège Pedro II. Donc, c'est quelqu'un comme eux qui est devenu célèbre au Brésil. Ensuite, nous avons une petite partie pour le travail de la prononciation. Voilà, donc ce que je disais, je parlais des documents qui ne sont pas libres de droit. Nous avons une vidéo. Et comment travailler les vidéos si nous n'avons pas le droit à utiliser les vidéos? On va exhiber la vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de références dans les livres, disons, n'est-ce pas? On peut utiliser les vidéos qui sont sur YouTube. Cette vidéo en spécial, c'est un court entretien avec Gaël Faye, qui avait déjà apparu au début de ce module. Et donc, il parle un peu de son enfance. Et à la fin de cette partie, on demande aux étudiants d'écrire de courtes biographies et d'écrire 2 phrases vraies et une phrase contenant une information fausse à propos d'eux-mêmes. Et dans un deuxième moment, ils doivent partager ces petites phrases biographiques avec le groupe. À un autre moment, donc, nous voulions parler d'un de ces écrivains-là, donc Daniel Laferrière, peut-être que vous le connaissez. Et voilà, on fait encore une petite compréhension des écrits. On parle un peu des différences d'usage des 2 langues, le créole et le français, dans le parcours de vie de Dany. Et c'est aussi une information culturelle parce que ce n'est pas tout le monde au Brésil qui connaît la réalité à Haïti. Et donc, on va introduire les indéfinis à partir de ce qu'on a vu. Là, donc, on a une petite systématisation de la grammaire, un peu plus d'exercices et un projet final où ils vont présenter des personnalités qu'ils admirent et qui ont une personnalité qui a de l'influence au service d'une cause sociale. Nous leur donnons des exemples, donc peut-être un écrivain, un musicien, un acteur, une actrice, et ils vont utiliser donc ces ressources qu'ils ont trouvées
au fil du module. Et c'est ça. J'espère que je n'ai pas parlé très vite. C'est ça. Non, c'était super. Merci beaucoup, Maria Gabriela. Merci pour ta présentation. C'est un travail énorme aussi que vous avez fait. Après, tu nous diras si ces livres peuvent se trouver sur Internet ou si on peut les avoir en format papier. Ben, on pourra en parler. Après. Donc, je vais passer très vite à la présentation de notre troisième invité pour qu'on ait assez de temps après pour poser des questions à la fin. Donc, je vais vous présenter Flavia Garcia. Bonsoir Flavia. Donc Flavia, elle est née à Buenos Aires, en Argentine. Elle est diplômée du Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Et elle a une maîtrise en enseignement du français langue seconde de l'université McGill de Montréal. Elle a travaillé dans l'enseignement du français pendant 32 ans comme professeure permanente au ministère de l'Immigration du Québec. Elle a publié 15 livres pour l'enseignement du français au Québec, dont en avant La grammaire, que vous connaissez sûrement, aux éditions Didier, ainsi que Rendez-vous nordique pour le Collège nordique francophone de Yellowknife, au nord-ouest du Canada. Bon. Alors, bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours très agréable de collaborer avec le Centre d'études francophones. Et voilà, alors moi, le matériel que je vais vous présenter, c'est une commande qui m'a été faite par un éditeur qui est La Chenelière, qui est un éditeur de Montréal, et le Collège nordique francophone de Yellowknife, qui se trouve dans les territoires du Nord-Ouest. Là, je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont contacté, moi, parce que en fait, la commande était représentait un certain défi, dans le sens qu'ils voulaient vraiment que le matériel reflète les contenus culturels des autochtones des territoires du Nord-Ouest. Voilà. Donc, je vais commencer ma présentation et là, on va suivre tout ça dans les dédales des cartes canadiennes et autres. Bien, présentation. Je vais y aller avec tout l'écran et vous me dites si ça marche. Est-ce qu'on voit ma présentation? Non, là oui. Oui. Là, on la voit. Alors, je vais la mettre en mode présentation. Est-ce qu'on la voit maintenant? Là oui, parfaitement. Très bien, parfait. Alors, donc, c'est ça, c'est le cahier. Flavia, là, c'est plus en mode présentation. C'est plus en mode présentation? Non. Ah, mais ça ne marche pas. Bon, alors, j'arrête le partage et je recommence. Et voilà. Est-ce que c'est en mode présentation? Non, là pour le moment, on ne voit pas la présentation. Mais peut-être que l'ordinateur est un peu lent. Non. Alors, on va réessayer. On va réessayer. Pourtant, on avait fait tous les tests. Bon. On ne voit pas la présentation. Alors, on y va. OK. Je vais quand même ouvrir la présentation, parce que sinon, on ne verra pas. Est-ce qu'on voit la présentation? Pour le moment, on voit ton écran. On ne voit pas la présentation. Flavia, si tu peux cliquer sur le logiciel PowerPoint, ça va marcher. Je crois. Parfait. D'accord. Bon, on recommence. Si vous partagez tout votre écran. Oui, je partage tout l'écran. Oui. Est-ce qu'on voit la présentation? Là, oui. Ça va? Là, c'est bon. Oui. C'est bon? Oui, parfait. D'accord. Bon, ben alors, je commence. Et moi aussi, je pense que je vais minuter parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc, il est 6h12. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bien. Alors, donc, c'est pour réaliser donc ce matériel pédagogique qui s'intitule donc Rendez-vous nordique, langue et culture par le Collège nordique francophone et la Chenelière éducation. Nous avons reçu 2 subventions, une des territoires du Nord-Ouest, du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, et l'autre de Patrimoine Canada. Sans cela, je ne pense pas qu'on aurait pu vraiment arriver à faire ce livre.
Bon, pour vous situer sur la carte du Canada, je vous montre où se trouvent les territoires du Nord-Ouest. Ce n'est pas une province, c'est un territoire. Le Canada comporte 10 provinces et 2 territoires, dont les territoires du Nord-Est. Ici, sont situés vraiment tout près du cercle polaire arctique, aussi tout comme le Nunavut et le Yukon. Voilà. Ça va, vous voyez bien la carte? Oui, oui, très bien. Parfait. Oui. Alors moi, par exemple, je vis beaucoup plus au sud, donc à Montréal, donc c'est beaucoup plus au sud et à l'est. Mais pour que vous voyez vraiment où ça se trouve, encore une fois, je vous montre le cercle polaire arctique et si vous voyez mon curseur, en fait, Yellowknife se trouve ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Voilà. Bon, alors c'est vraiment tout près. C'est le parallèle 65 et c'est tout près du cercle polaire arctique. Ça, je le dis parce que c'est très important dans l'élaboration de ce matériel. Voilà. Maintenant, un autre défi, c'est que les territoires du Nord-Ouest comptent 11 langues officielles. L'anglais et le français qui sont les 2 langues officielles du Canada, plus 9 langues officielles autochtones réparties, comme vous voyez là. Enfin, je vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais quand même, c'est important. Donc, il y a des langues très, très différentes et souvent sont parlées par des petites communautés. Je pense que la plus importante, ce serait l'esclave du Sud, qui est tout près justement de Yellowknife, et le Dene, qui est le Tlitcho, en fait. Là, c'est pas le Dene, c'est le Tlitcho, qui est aussi parlé dans la région de Yellowknife. Comme on le voit ici, c'est la numéro 4. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu le Collège nordique francophone pour vous donner une idée de ce que fait le Collège nordique. Le Collège nordique ne fait pas seulement des cours de langue, mais il fait des cours de formation de toutes sortes, dont des cours de langue. Alors, par exemple, dans les cours de formation, on retrouve toutes sortes je vais autoriser témoin, toutes sortes de cours et formations, dont des cours de langue et des cours en éducation, des cours en administration. Et dans les cours de langue, bien sûr, on va utiliser souvent des formations donc à tous les niveaux. Mais vous voyez par exemple qu'on donne aussi des cours de Tlitcho, qui est d'Inuktitut, dans les langues autochtones, d'anglais et aussi de français et d'autres langues autochtones, d'espagnol, etc. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est que le Collège nordique francophone avant d'entrer dans la matière. Bon. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va vous mettre un petit peu qui va vous montrer un tout petit peu l'esprit du cahier, en fait, que nous tentions de faire, que nous avons fait ensemble, et pour lequel nous avons gagné le prix patrimoine des territoires du Nord-Ouest, donc culture et patrimoine des territoires du Nord-Ouest. Voilà. Donc, je vous montre maintenant la vidéo, et vous me dites si vous voyez bien. Le Collège nordique francophone embauche souvent des nouveaux arrivants. Et puis, je me suis aperçue qu'ils avaient, dans certains cas, peu de connaissances de la culture autochtone. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas justement un cahier d'apprentissage du français langue seconde qui ferait la promotion de la culture, de la réalité nordique dans laquelle on vit? Oui, je me suis montrée ouverte tout de suite à l'idée de rédiger ce cahier. Mais en fait, j'avais pas trop peur par rapport à la rédaction des activités pédagogiques puisque j'en avais déjà fait. Par contre, ce qui me faisait peur, c'est le mandat. Parce que le mandat exigeait qu'on tienne compte des réalités culturelles, géographiques, historiques, des territoires du Nord-Ouest. Alors là, oui, là, c'était une autre paire de manches. Je suis allée à Yellowknife, on est toute une équipe, et on a rencontré bien sûr la directrice du Collège nordique, ainsi que les enseignantes. Je voulais vraiment recevoir les commentaires des enseignantes. Pour moi, c'était très important qu'elles puissent participer, qu'elles puissent me donner des commentaires, me faire des remarques.
Flavia, elle est venue voir les territoires, mais puisqu'elle ne vient pas d'ici, elle ne voit pas le va-et-vient de la vie quotidienne. Donc, notre rôle, c'était à la fois de lui partager nos expériences du Nord et d'apporter notre expérience en enseignement et intégrer ces deux éléments-là dans nos suggestions. Bien, les rendez-vous nordiques, c'est un geste vers la réconciliation de plusieurs façons. D'abord parce que c'est important que dans les territoires du Nord-Ouest, l'apprentissage du français, on fasse la promotion de l'histoire et de la culture autochtone. Puis, dans un deuxième temps, c'était vraiment en travaillant avec les communautés autochtones. On a vécu des moments riches et j'ai beaucoup appris dans le processus. I think it is valuable to have Indigenous people being recognized. As Indigenous people, we went through a lot of history, right? And a lot of it's good, a lot of it's bad. The bad parts, you know, is you have the residential schools, a lot of Indigenous children that got taken away from their parents. They lost their childhood to grow up in a Western culture. And that's some of the sad parts of history. But it's also good that we show our Indigenous side to the rest of the world, to show our culture, our traditions, and our knowledge of the land. It's good that you explain yourself about Residential School and our language, our DNA laws be respected. The newcomer comes, and what do you expect once you get on the land? You know, what you need to offer the land. It's good that non-Aboriginal people know about the culture when they come to Yellowknife or other places. Oui, pour moi, j'ai des parties préférées dans le cahier. C'est lorsqu'il y a les histoires des aînés. Elles sont tellement, tellement touchantes. La deuxième histoire qui est racontée dans le cahier, qui me vient aussi de quelqu'un qui a grandi dans les territoires, c'est Daryl Chocolate qui me l'a raconté, qui me l'a écrite plutôt. C'est l'histoire d'un gamin qui va à la chasse avec son père. It was back in 1996, and because I remember I was 12, and someone mentioned that there's caribou on Faber Lake, which is like the next lake over from where Gamete is. So me and my dad packed up our hunting gear, rifles, and hunting knives, all the essentials for going hunting, and went out in Skidoo, went over, and what made it important for me was the thousands and thousands of caribou I seen on that lake. Like, when you see them from a distance, it was just like ants. Actually, I'm pretty happy that my story got in the book, you know. It's a story about my childhood, where we grew up as Indigenous people here in the Northwest Territories. Yeah, it's about learning survival skills from your father. That was pretty important to me because a lot of the stuff that he taught me, his dad taught him, being passed down. Normalement, on écrit des cahiers qui reflètent la culture des locuteurs natifs de la langue qu'on est en train d'enseigner. Ici, au lieu de penser aux locuteurs qui parlent cette langue, on a pensé aux étudiants qui, eux, sont dans une autre région et qui veulent voir leur réalité reflétée dans le matériel. Elle répond aux exigences des niveaux de compétences linguistiques canadiens, qui sont ceux qui sont pour les nouveaux arrivants. Ma rétroaction était toujours « Ah, j'ai tellement hâte de l'utiliser ». Je pense que j'avais hâte de l'utiliser parce que les exemples étaient pertinents. On se voyait, moi je voyais dans des camps
je voyais une photo des mocassins ou bien des histoires des Autochtones, moi, je me voyais tout de suite utiliser des exemples dans mes cours pour faire parler mes étudiants. Bon. Je vais poursuivre avec « Je suis ici ». Est-ce qu'on voit toujours ma présentation? Voilà, je vais devoir arrêter ça. Voilà. C'est arrêté. Est-ce qu'on voit ma présentation? Non, on ne la voit Non, mais si vous cliquez sur PowerPoint comme très bien. ça, On va y le arriver. voir. C'est bon. Voilà. C'est bon, là on la voit. Maintenant, sur le mode présentation. s'il vous plaît. Ouais, mode présentation. Je ne suis pas très habile avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Je n'arrive plus à y aller. Et voilà. Bon. Moi, je pense que je dois recommencer dès le début. Non. Pardon. Très bien. Donc, je vous ai montré cette vidéo qui a été faite par le Collège nordique et qui donne quand même une vision d'ensemble. Alors, bon, j'ai travaillé, bien sûr, en collaboration avec différentes personnes, différents consultants, je dirais, des territoires du Nord-Ouest et surtout des peuples autochtones, parce qu'il fallait valider ces contenus-là. Je ne pouvais pas quand même arriver avec des gros sabots d'occidental et de blanche et me mettre à parler de réalités que je ne connais pas ou que je ne connais pas bien. Donc, ça a été un immense travail de recherche, mais aussi de consultation. On a consulté nos personnes ressources tout au long du processus pour ne pas justement mettre les pieds dans le plat. Et tout ça a été fait aussi en collaboration avec le musée Prince de Galles et Mike Mitchell, qui est le conservateur du musée. Lors de ma visite à Yellowknife, j'ai pu aussi visiter des communautés autochtones, parler avec eux, les interviewer et recueillir beaucoup de matériel. Ce matériel s'est écrit pendant la pandémie, donc j'étais enfermée toute seule dans mon sous-sol et j'étais virtuellement en communication avec les gens des territoires du Nord-Ouest. Bon, vous avez vu à un moment donné de la vidéo qu'on parle de la réconciliation parce que le Canada travaille beaucoup à se réconcilier avec les peuples autochtones à qui on a enlevé beaucoup de choses, qui ont vécu toutes sortes de choses, d'exactions, puis de choses extrêmement malheureuses dues à la colonisation. Alors maintenant, ce qui se passe au Canada depuis un certain nombre d'années déjà, c'est qu'on octroie beaucoup qu'on donne beaucoup d'importance à tous les gestes qui conduisent vers la réconciliation entre donc le Canada et les peuples autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour continuer avec le contexte. Vous voyez, c'est vraiment un contexte de l'enseignement de la langue qui est très particulier, qui ne ressemble pas au contexte dans lequel on enseigne la langue en général. Mais bon. Alors, maintenant, je vais vous présenter la table des matières du cahier qui comporte 6 chapitres. Le cahier, comment dire, couvre, si l'on veut, 6 niveaux, en fait, et peut-être 4 niveaux de compétences, A1, A2, B1, et ça s'arrête à B2 à peu près, mais il y a 6 chapitres donc, qui ont été réalisés dans ce cahier d'à peu près 180 pages, je crois. Non, c'est 122 pages, mais le cahier faisait au début 180 pages. Donc, le premier, donc, c'est sur les identités, le deuxième sur les villes et les communautés autochtones, le troisième sur les territoires. Ensuite, on parle du quotidien, de la vie dans les territoires du Nord-Ouest, des parcours de vie et des histoires
qui ont été donc racontés par des habitants des territoires du Nord-Ouest, mais surtout des autochtones. Les activités en général couvrent la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Pour ce qui est de la compréhension orale, nous avons fait, l'année qui a suivi la parution de ce cahier, nous avons fait un volet numérique que je vais vous présenter tout de suite après, pour compléter les contenus, en fait, et surtout les habiletés, c'est-à-dire pour pouvoir couvrir les 4 habiletés. Il y a aussi quelques capsules grammaticales, donc la grammaire aussi, enfin, on s'en occupe, mais c'est peut-être pas le but premier du cahier. Le cahier, c'est de vraiment présenter la langue en contexte autochtone. Alors ici, je vous présente les objectifs d'apprentissage. En fait, c'est sur 2 pages. Donc, oui, c'est sur 2 pages. Alors, les activités, comme je vous disais, présentent surtout des activités donc en production orale, en production écrite et en compréhension écrite. Et voilà, elles sont toutes. Enfin, je pense pas que je vais vous faire une description détaillée de chaque, mais c'est vraiment une vue d'ensemble pour que vous voyez un peu comment on a procédé. Et dans le chapitre, donc il y a les chapitres 5 et 6 sont présentés dans cette page. Donc voici pour ce qui est de la table des matières. Ce qui est très important peut-être de dire, c'est que bon, on part toujours d'une activité d'une intention de communication. Ensuite, on a les repères linguistiques et ensuite on a les repères culturels. Donc le cahier est organisé comme ça. Les repères culturels, bien sûr, occupent une place très importante. Alors, je vous présente maintenant une petite activité du cahier sur les aurores boréales. D'ailleurs, l'image en fond d'écran que vous voyez, c'est l'image d'une aurore boréale. C'est un endroit, les territoires du Nord-Ouest, un endroit où on peut observer les aurores boréales. Comme ça, comme vous les voyez à l'écran. C'est vraiment merveilleux, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. C'est surtout au mois de mars qu'on peut les observer, février, mars, avril. Voilà, donc ici on voit la route des aurores boréales. D'ailleurs, c'est une attraction touristique. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de partout dans le monde pour observer ce phénomène atmosphérique, magnétique aussi. Alors ça, c'est une activité sur les aurores boréales, sur les parcours où on peut observer les aurores boréales. Alors, on parle donc, bien sûr, on explique les aurores boréales des territoires du Nord-Ouest sont légendaires. Votre ami Ben est arrivé en plein milieu de la saison des aurores boréales et on prévoyait un ciel dégagé cette nuit-là. Vous avez donc décidé de lui faire connaître ce spectacle magnifique de la nature. Pour vous y rendre, vous avez réservé un tour de la compagnie Aurora Splendid. Entre parenthèses, il y a plusieurs compagnies qui offrent des tours pour aller voir les aurores boréales. Et ensuite, donc sur une feuille volante et à l'aide de la carte ci-dessous, décrivez votre itinéraire jusqu'au site où vous avez vu les aurores boréales avec votre ami Ben. Décrivez votre excursion en utilisant les verbes suivants, conjugués au passé composé. Attention, les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc voilà, c'est une activité donc, qui cible la conjugaison des verbes au passé composé avec l'auxiliaire être et en même temps, le contenu culturel, c'est le contenu donc, des aurores boréales dans les territoires du Nord-Ouest. La suivante, c'est une illustration qui a été faite par une artiste justement autochtone aussi des territoires du Nord-Ouest, où on montre un tout petit peu la vie, la vie du Yellowknifer typique pendant l'hiver et pendant l'été. Il faut dire que pendant l'hiver, pendant l'été, ce sont 2 mondes complètement différents. C'est-à-dire les surfaces qui sont complètement gelées et d'ailleurs, il y a des routes de glace sur lesquelles on peut circuler et qui raccourcissent beaucoup les distances parce que, bien entendu, ces routes de glace, pendant l'été, sont des lacs ou des plans d'eau qui sont assez impressionnants. Mais étant donné qu'ils sont gelés, pendant l'hiver, on peut s'en servir comme des autoroutes, en fait. Et c'est un peu épeurant au début, mais après, on apprend vite à circuler sur ces routes-là. La seule consigne, c'est que, je pense que c'est le seul endroit au Canada où il est interdit de mettre une ceinture de sécurité. Parce que justement, la sécurité, c'est ne pas circuler comme ça si jamais la voiture s'enfonce, pouvoir sortir de la voiture assez rapidement. Mais ça, c'est juste une petite diversion, petite parenthèse. Alors voilà, ici, on voit donc le Yellowknifer pendant l'hiver, pendant l'été. Et ensuite, l'activité. Ce que vous voyez souligné en fuchsia, ce sont les réponses, parce que le cahier aussi comporte
une version corrigée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Qu'est-ce qui rend le ou la Yellowknifer, cette personne qui habite à Yellowknife, unique? Quels sont ses goûts, ses habitudes, sa vision du monde? Considérez-vous que vous êtes un ou une Yellowknifer typique? Pourquoi? Connaissez-vous des Yellowknifers typiques? Comment sont-ils? En équipe, commentez les affirmations suivantes en vous basant sur les connaissances à propos des résidentes de Yellowknife. Soulignez les verbes pronominaux. Donc, il y a quand même une petite approche grammaticale encore ici. C'est une activité du chapitre 4. Donc, on est à peu près à A2 ici. Alors, par exemple, je suis ici à la question 5. Le Yellowknifer aime le style de vie sauvage, vivre dans une cabane sans eau ni électricité. Ça peut paraître étrange, mais il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Le Yellowknifer aime fêter, trinquer sur la coulée douce. Il aime s'approvisionner au dépotoir. La dompe, c'est un endroit où on jette toutes sortes de choses qu'on peut réutiliser. C'est vraiment un dépotoir. Et voilà, il faut dire que Yellowknife, c'est la ville la plus importante des territoires du Nord-Ouest, à peu près avec une population d'à peu près, je dirais, 45 000 habitants. Voilà, et il est quelle heure? Je regarde l'heure, je ne veux pas trop dépasser. Bon, ici, par exemple, on voit la tente prospecteur, qui est typique aussi. Les gens partent à la chasse dans les terres, vraiment, ils s'enfoncent dans les terres, et puis là, ils sont en survie. Et voilà ce qu'on voit souvent dans les documentaires. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est comme ça qu'on vit là-bas. Et la tente prospecteur, donc, c'est un outil de base. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que j'aimerais vous montrer. Bon, ici, je voudrais vous montrer aussi quelques activités du volet numérique. Par exemple, une activité sur les plantes médicinales autochtones. C'est une activité, je pense, en compréhension écrite, celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive au volet numérique. Le volet numérique a été fait donc l'année suivant l'apparition du cahier en format papier, que j'ai ici d'ailleurs. Je pense que vous le voyez si je vous le montre comme ça. Et du corrigé. Et donc le collège était intéressé à développer plus de contenu. Parce qu'il faut dire que le cahier a quand même eu beaucoup de succès. Et donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on a fait donc, le volet numérique. Alors, le volet numérique comprenait des activités interactives, des capsules audio et des fiches reproductibles. Ces fiches reproductibles, en fait, ce sont des séquences d'enseignement qui comprennent toutes sortes de contenus culturels, mais aussi des contenus grammaticaux, des contenus linguistiques, les intentions de communication. Enfin, il y a de tout dans ces fiches-là. Par exemple, ici, j'ai un exemple d'activité interactive. Bon, vous voyez à gauche et à droite, vous avez donc l'activité qu'on propose et le corrigé. Et ce sont vraiment des activités, enfin, j'aurais pu vous les montrer en vrai, parce que ce que je vous montre ici, ce sont des captures d'écran. Mais en fait, je n'ai plus accès à ce matériel-là parce que le matériel appartient au collège nordique francophone et je n'ai plus les clés d'accès au matériel. Il faudrait que je les demande. Mais même le matériel n'est pas vraiment disponible. Il faut le commander auprès du collège nordique francophone. Voilà, mais par exemple, j'avais des activités qui ressemblaient un peu à ça. Vrai ou faux, lisez le texte de l'activité 5, les pensionnats autochtones. Bon, ça, les pensionnats autochtones, petite parenthèse. On en parlait aussi dans la vidéo tout à l'heure. Une façon d'assimiler les autochtones à la culture occidentale, si l'on veut, britannique et francophone et anglophone, ça a été de couper les enfants de leur famille, de les arracher carrément à leur famille dans toutes les communautés qui sont éparpillées un peu partout à travers le Canada et de les enfermer dans des pensionnats où il était interdit de parler la langue autochtone et la langue maternelle. Et voilà, c'est une expérience traumatisante que ces enfants ont vécue. Tous les autochtones, ou presque, moi enfin, j'en connais pas d'autochtones qui n'ont pas vécu ça, c'est-à-dire d'être arrachés à leur famille pour être envoyés dans des pensionnats autochtones. Et ça, c'est un trauma. C'est un trauma qui fait encore très, très mal aux autochtones donc du Canada.
et du Québec. Des pensionnats autochtones, il y en avait vraiment partout. Le dernier a été fermé en 95. Donc, c'est quand même récent. Et les gens d'un certain âge, de plus de 60 ans, je dirais, ont tous transité par ces pensionnats. Voilà, donc fermeture de la parenthèse. Donc, les pensionnats pour autochtones ont été financés par l'Église, vrai ou faux? La réponse est vraie. La réponse est faux, pardon. Ils étaient gérés par l'Église, mais pas financés par l'Église. Ils étaient financés par l'État. Ils étaient gérés par l'Église. Donc, ça, c'est la deuxième question. La fermeture du dernier pensionnat a eu lieu en 97. C'est faux. Elle a eu lieu en 97. La fermeture du dernier pensionnat a eu lieu en 97, en 95, en fait. Les enfants qui fréquentaient les pensionnats continuaient à parler leur langue maternelle, et c'est faux. Ils ne parlaient plus leur langue maternelle. Et c'est comme ça que les langues autochtones ont perdu de leur vitalité. Alors maintenant, on essaie de les revitaliser par toutes sortes de moyens, y compris donc par toutes les mesures mises en place dans le cadre de la réconciliation. Et les pensionnats ont essayé d'assimiler les autochtones à la culture occidentale. Bon, ça évidemment, c'est vrai. C'est basé, cette activité que vous venez de voir, c'est une activité interactive qui est basée sur le petit texte de la page, je pense que c'est la page, enfin je ne sais plus tellement, mais c'est une page du cahier, du chapitre 5 du cahier, où on parle des pensionnats autochtones. Le niveau de langue n'est pas très difficile parce qu'encore une fois, on est à B1 ici, donc c'est quand même voilà, des étudiants intermédiaires, de niveau intermédiaire qui peuvent faire l'activité. Ici, on a une photo où on voit, par exemple, un pensionnat autochtone avec les enfants. C'est vraiment triste. Bon, voici pour une capsule audio. Alors, par exemple, dans cette capsule... Chapitre 5. Je vais vous faire entendre un tout petit peu. L'histoire d'Akaicho. Vers 1820, Akaicho était le chef des Déné Couteaux Jaunes qui vivaient au nord et au nord-est du Grand Lac des Esclaves. Son nom signifie « gros pied » ou « celui qui voyage de grandes distances sur la neige ». En 1820, la Compagnie du Nord-Ouest l'a engagé comme guide de l'expédition Coppermine, dirigée par le lieutenant John Franklin, qui devait explorer et cartographier la côte à l'est de l'embouchure de la rivière Coppermine. Bon. Chapitre 5. Je pense que je vais passer parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps et vous me poserez des questions s'il y a lieu tout à l'heure. Alors ici, j'ai quand même un tableau récapitulatif d'un chapitre qui concerne donc les activités interactives, parce qu'en fait, je vous présente deux projets à la place de un seulement. C'est le projet des activités numériques, le volet numérique, en fait, c'est un projet à part entière. Et voilà, on a aussi, par exemple, des activités en compréhension écrite. Là, j'en avais choisi une ici sur l'histoire. Mais je vais la passer très vite. Mais c'est juste pour vous voyez. Ici, par exemple, on a fait appel à un matériel qui se trouve au musée. Au musée, je pourrais vous le montrer peut-être tout à l'heure. Là, je sais que j'ai dépassé mon 20 minutes, alors je pourrais vous le montrer éventuellement. C'est intéressant, c'est le musée de l'héritage et vraiment, les contenus sont très bien présentés. Donc voilà, je pense que je vais passer et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Flavia, pour ta présentation. On arrive donc au moment des questions. Je n'arrive pas à voir sur mon téléphone, mais Julie, si tu veux me dire s'il y a des questions écrites. Alors, vous pouvez aussi prendre la parole, allumer maintenant vos micros et poser vos questions directement, si vous voulez. Alors, pour l'instant, il y a une question par rapport à la disponibilité de ces matériels et dont Flavia vient de nous parler. On veut savoir s'il est possible de feuilleter un extrait de ces méthodes en ligne. Bon, la réponse est non. Malheureusement, il faut en faire la demande au Collège nordique francophone. Moi, je fais en ce moment des représentations pour que le matériel puisse être, à tout le moins le volet numérique, partagé par le Centre d'études, le Centre de la francophonie des Amériques,
mais c'est en cours, là, c'est pas encore disponible. C'est une commande, donc c'est le matériel que le collège utilise et puis bon, ça leur appartient. Voilà. Moi-même, je n'ai plus accès aux activités interactives. D'ailleurs, parfois, je me dis, mais c'est je m'en doutais. Étant donné que je suis l'auteur, si je demande les clés, je pense que bien que je les aurai, mais quand même, il faut en faire la demande. Voilà. D'accord. Tu as dû céder tous les droits d'auteur. C'est une commande, donc moi, bien sûr que j'ai 0 droit sur ce matériel. Et par contre, bon, j'ai été payée, bien sûr, pour faire le matériel. Ça a duré quand même 3-4 mois, la rédaction de ce matériel. Bien. Et pour ce qui est des matériels de Maria Gabriela et dans le cas de Martine, donc, je vous rappelle que nous avons disponible un exemplaire du livre Ensemble. 1 et 2, non? Oui, on a les deux. Dans la bibliothèque en lenguas vivas, donc au cas où vous êtes à Buenos Aires et vous voulez le consulter. Et pour le matériel de Maria Gabriela, je n'ai pas très bien... Donc, je n'ai pas retenu l'information, je ne sais pas si c'est disponible. Non, pas encore, il n'est pas encore disponible en ligne. D'accord. Et pour moi, j'ai une question, en tout cas, je peux commencer par là, et on verra si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Mais pour la diffusion de ce matériel auprès de vos étudiants, donc comment ça se passe? Donc, je comprends, Maria Gabriela, que vous avez pensé à ce matériel uniquement pour les étudiants de votre collège, et vous avez fait un commentaire en relation au pouvoir d'achat de vos étudiants et de l'accès à ce matériel et, disons, des méthodes généralistes des maisons d'édition françaises. Donc, je me demande comment vous vous arrangez pour que tous les étudiants de votre collège aient accès à ce matériel. Le matériel que nous avons préparé, nous les faisons imprimer chez nous. Donc, dans chaque campus, on fait des copies du matériel. Et donc, pour le réseau du Collège Pedro II. Et à un certain moment, les écoles qui ont le français dans le réseau de l'État de Rio ont aussi adopté une de nos collections, la collection réseau aussi. Donc, dans les écoles publiques du réseau de l'État de Rio. Et eux aussi, ce sont eux qui ont fait imprimer les livres dans les écoles de l'État. D'accord, donc c'est l'État qui paye pour les copies de chaque étudiant. C'est l'État, oui. Bien, et dans le cas de l'Uruguay, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, dans les cas de l'Uruguay, en fait, nous avons l'ANEP, l'administration d'éducation publique uruguayenne, a imprimé avec le soutien des ambassades francophones des exemplaires pour les écoles, en fait. Donc, toutes les écoles disposent d'une certaine quantité d'exemplaires, mais nous n'avons pas la possibilité d'imprimer tous les ans, pour tous les apprenants, ces exemplaires. Après, après les apprenants, les exemplaires sont gardés. La version PDF enrichie. C'est-à-dire que nous travaillons le volet numérique parce qu'en Uruguay, je ne sais pas si vous connaissez le programme Ceibal. Ceibal, oui. Voilà. Donc, c'est d'environnement numérique où chaque enfant, en plus, dispose d'un petit ordinateur portable. Et donc, voilà, les apprenants. Et puis, chaque école a aussi une salle de visioconférence pour les cours à distance. Donc, voilà, les apprenants téléchargent la méthode. Ils ont toutes les activités sur la plateforme Créa. Et il y a une certaine quantité d'exemplaires dans chaque école. Ils sont gardés en bibliothèque. Oui. Bah, voilà, l'idée, c'est que les profs puissent aller à la bibliothèque, récupérer en fait, ça permet minimum de travailler avec un groupe complet. Voilà. Donc, en général, il n'y a pas des groupes en simultané. Donc, finalement, voilà, ça permet de travailler avec... On encourage surtout, malgré le volet numérique, que les enfants aient contact avec le livre en papier. Justement, après, dans nos orientations pédagogiques,
Pour nous, c'est super important que les enfants puissent voir la séquence complète et éviter de fragmenter les activités. Hein. Donc, puisque voilà, il y a un travail important réalisé sur les séquences, que ce ne soit pas une suite d'activités. Hein. Ça peut arriver des fois, mais c'est pour ça qu'on encourage à ce qu'ils travaillent avec le livre en papier et puis qu'ils réalisent les activités sur la plateforme. Le livre est disponible en ligne, librement, disons, téléchargeable sur la page de la direction des politiques linguistiques et sur le site aussi de la direction générale d'éducation initiale et primaire. À ce moment-là, voilà. Les PDF, disons, simples et disponibles. Je peux partager les liens tout à l'heure. Mais voilà, la version enrichie, les enfants, ils peuvent la télécharger. D'accord. Et une question concernant encore cette méthode, Martine. Et vous avez dit à un moment donné que les enseignants n'étaient pas nécessairement formés pour l'enseignement du français langue étrangère, alors que c'était dans vos intentions de créer une méthode clé en main, donc de facile application, j'imagine, dans la salle de classe. Est-ce qu'il y a un guide pédagogique ou un mode d'emploi qui accompagne la méthode? Ouais. Non, il n'y a pas un guide pédagogique. Nous avons là, à l'inspection du primaire, réalisé une sorte de manuel pour l'enseignement des langues romanes, hein, portugais, italien, français, où nous avons réalisé une sorte de mini guide pédagogique, ouais, avec programme, toutes les orientations méthodologiques et, disons, l'analyse des unités. Mais c'est vrai que, en fait, il n'y a pas de formation initiale pour les profs des écoles en français, d'accord. La formation, c'est pour le secondaire, notamment. Et donc, voilà, il y a ce défi à relever. Et c'est vrai que maintenant, voilà, l'année dernière, on a eu une réforme de l'éducation. Tous les programmes, finalement, de l'éducation nationale ont été revus. Et un petit peu l'idée, c'est effectivement de réaliser maintenant ce guide pédagogique pour, voilà, actualiser aussi, enfin, disons, la relation entre les livres et les nouveaux programmes. Nous avons fait une proposition, justement, de programme de français pour que ça soit inclus dans le programme officiel du primaire. Et voilà, c'est le travail, disons, à réaliser maintenant. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, allumez votre micro. Alors, il y a des félicitations qui arrivent, non, pour le travail que vous réalisez pour les communautés de vos pays. Et c'est vrai que nous sommes ravis d'aborder ce sujet parce que, disons, ça nous intéresse beaucoup. Depuis le CEF, on essaye de repenser nos pratiques, de recontextualiser, non? Et donc, merci Martine pour les liens. Je viens de partager tous les liens. Et il y a aussi un article qui retrace un peu l'historique du programme. Parce que c'est assez récent finalement. Hein, c'est voilà, 5 ans de l'enseignement du français a toujours été dans le secondaire. Mais il y a 30 ans, finalement, le français est sorti du programme officiel. Donc là, c'est justement une tentative de réintroduire l'enseignement du français dans l'enseignement public. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé des présentations de Gabriela et de Flavia, c'est tout ce travail de recherche qu'elles ont dû réaliser, un petit peu différent parce que Gabriela a travaillé en équipe, plusieurs équipes, si j'ai bien compris. Et Flavia, tu as dû aller vers finalement tous les acteurs sociaux, hein, qui transmettent, pour te transmettre, voilà, toute l'histoire finalement de cette communauté.
Et nous, finalement, nous avons eu, j'ai trouvé un parallèle avec Flavia, quand on a fait appel à ces acteurs francophones liés à l'Uruguay, que ce soit des étrangers en Uruguay ou des Uruguayens dans des pays francophones. Mais là, ces témoignages-là sont finalement été enregistrés. Mais ce travail des recherches, nous l'avons fait, disons, pendant l'élaboration de la méthode. Et c'est, je l'ai en espagnol, prueba y error. Hein, ça nous a pris finalement, comme je disais, on a testé beaucoup les unités élaborées. Nous avons fait une unité, disons, type, que nous avons testé dans les écoles avec les enseignants. Donc, c'est travailler aussi avec les enseignants, comme Gabriel l'a dit, a été essentiel. Et cette unité, finalement, modèle, nous a permis après d'avancer un peu plus vite dans le travail des rédactions des autres unités. Mais il y a un changement, finalement, parce que l'ensemble 1 a été publié en 2020 et ensemble 2 en 2023. Il y a eu des changements importants qui ont été introduits justement suite à cette expérience et de pouvoir voir qu'est-ce que ça donne finalement un texte utilisé en classe. Et voilà, c'est là où nous avons introduit tous ces témoignages et des acteurs francophones. Et nous avons beaucoup travaillé avec Marjorie. Là, je crois qu'elle est partie parce que voilà, elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Marjorie Ponce. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette idée des tâches intermédiaires. Hein, voilà, pour atteindre à la fin d'une séquence pour que les élèves puissent voilà, réaliser quelque chose de actif finalement. Mais voilà. Après, c'est assez intéressant finalement de voir, encore une fois, comment le texte est réapproprié. Et c'était ça un petit peu l'idée. Peut-être si je devais faire une critique au livre ensemble, des fois je me demande si justement le but était de réaliser une méthode clé en main, mais est-ce qu'il est assez ouvert pour permettre aux enseignants de se le réapproprier, parce que le but finalement quand on parle d'une méthode contextualisée, c'est que les enseignants eux-mêmes puissent contextualiser ces ressources à leur réalité. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire, mettre formation, des coordinations, mais voilà, c'est là aussi la difficulté quand on a une méthode séquencée et très organisée. Est-ce que est assez ouverte pour que les enseignants eux-mêmes contextualisent. Évidemment, les réalités à Montevideo, ce n'est pas les mêmes qu'à l'intérieur du pays. À la capitale, ce n'est pas pareil. La possibilité pour nos apprenants et pour les enseignants aussi d'avoir contact avec le français sont beaucoup plus grandes qu'en province, où souvent il y a un prof par département, hein, par province, pour le dire. Et voilà. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que ce guide pédagogique serait vachement intéressant pour ouvrir, disons, avec ce texte qui vient accompagner la méthode, ouvrir la possibilité, le champ de possible pour que chaque enseignant contextualise aussi cette ressource. Ce serait intéressant d'aller voir, non, puisque la méthode elle est déjà utilisée, donc de se renseigner auprès des professeurs qui s'en servent dans leurs cours pour voir ce que ça a donné, non? Oui. Il y a toujours un travail d'adaptation, non, de la part des enseignants. J'imagine même dans le cas de Maria Gabriela, où il y a un matériel qui est tellement fait sur mesure, on imagine de toute façon qu'il y a des adaptations possibles. Pardon, Julia, tu peux répéter? Je n'ai pas bien écouté en fait. Non, d'accord. Je parlais justement des adaptations que l'on peut toujours faire, même si le matériel est déjà contextualisé ou est en quelque sorte contextualisé. Dans le cas du matériel dont vous nous avez parlé, il y avait... donc, c'est un matériel qui a été conçu sur mesure pour votre collège, pour les étudiants de votre collège. Mais j'imagine qu'il y a quand même des adaptations possibles. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre pratique. Oui, même si nous avons parfois trouvé des exemples, comme tu as bien dit,
qui sont attribués à nos étudiants. Comme j'avais dit, il y a un autre réseau qui a aussi adopté ces manuels, donc ils sont adaptables aussi. Et nous avons pensé vraiment à une réalité brésilienne, Rio de Janeiro, et donc et pour sortir un peu des exemples européens que la plupart des manuels nous apportent. Donc, c'est possible de les adapter aussi. Non, j'allais juste dire que, bon, la question linguistique au Canada et au Québec en particulier est très politique. La langue, c'est ça, c'est une question politique. Ici, bon, les francophonies sont très diverses. Là, il y a la francophonie de Yukon. Les territoires du Nord-Ouest, quand même, ont une communauté francophone qui est assez importante, de 20 000 personnes. Là, donc, c'est la francophonie ténoise, ça existe. Ensuite, au Manitoba, il y a une communauté francophone. En Alberta, il y en a aussi. En Ontario, bien sûr, le Québec est francophone. Au Nouveau-Brunswick, qui est une province maritime, il y a aussi des francophones. Donc, l'enseignement de la langue revêt comprend différentes réalités, reflète toutes ces réalités-là. Et dans ce contexte particulier, il fallait mettre de l'avant la culture et les contenus, donc en lien avec les cultures autochtones des territoires du Nord-Ouest, qui sont différentes des autres territoires, ou par exemple du Nunavut ou du Nord québécois. Il y a vraiment, ça n'a rien à voir. Et dans notre cas, il y a eu aussi beaucoup de travail de traduction parce que les territoires du Nord-Ouest, quand même, font partie du Canada anglais. Donc, il y a moins de matériaux francophones. Si, par exemple, on avait fait le même matériel pour l'enseigner dans le nord du Québec, où il y a aussi des communautés autochtones, ça aurait été différent. On aurait beaucoup plus de... D'ailleurs, justement, dans le volet numérique, on est allé chercher ces documents-là parce qu'on a couvert tout le Canada et pas seulement donc les territoires du Nord-Ouest. Donc, oui, il y a eu du travail de traduction, mais bon, on avait quand même des ressources importantes du gouvernement canadien qui nous ont permis d'avoir, voilà, des traducteurs, ce qu'on voulait en fait, là, que ce soit pour les illustrations, les images. C'est ça. Lorsqu'on a les ressources, c'est-à-dire c'est plus facile d'aller chercher. Voilà, on sait ce qu'on a à faire, puis on va chercher ce qu'il faut. Alors, voilà comment on l'a fait. Mais ce qui est dommage, par contre, c'est que comme le matériel appartient au collège, il n'est pas vraiment diffusé partout à travers le Canada. Et ça, c'est dommage parce que tout le monde, on pourrait tous bénéficier de ces contenus, en fait, qu'ils soient en ligne ou même en format papier. Mais c'est ça, je pense que c'est en devenir tout ça. Le matériel ça a été fait pendant la pandémie, donc en 2020, il est sorti en 2021. Il est encore jeune, mais bon, voilà. Moi, j'ai un commentaire, c'est-à-dire je suis contente de voir que la langue est décloisonnée de son contexte ethnocentrique parisien, d'accord, c'est ce qu'on déplore, et que là, on ose aller vraiment présenter du matériel pour enseigner le français dans des contextes brésiliens, uruguayens. J'adore ça. Ok, bon, évidemment, québécois, ça va, on connaît ça, on n'a pas besoin des Parisiens pour enseigner le français ici, mais quand même, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher à beaucoup de méthodes. Il y avait certains contenus par-ci, par-là pour dire oui, la francophonie, ok, mais il n'y avait pas vraiment de projet qui était axé sur des communautés autres. Ou des pays de la francophonie, c'était vraiment axé sur la France, surtout. Alors, je suis contente de voir qu'il y a des initiatives un peu partout. Et voilà, je vais parler de vos projets au Centre de la francophonie des Amériques parce que je pense que ça pourrait les intéresser. Et si vous voulez me laisser vos coordonnées, c'est ça, l'information doit circuler. Il faut vraiment qu'on sache ce qui se fait à droite, à gauche. Et les opportunités comme celles que vous créez aujourd'hui sont vraiment précieuses pour savoir ce qui se fait. Jamais je l'aurais su si je n'avais pas assisté à cette rencontre virtuelle. Comment je peux savoir ce qui se fait en Uruguay ou au Brésil? Et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc, bravo.
Et j'aimerais avoir les coordonnées autant de Maria Gabriela que de Martine. Nous avons, Flavia, nos coordonnées. Vous les avez déjà. Nous avons échangé avec le CEF. Ça va. Et je crois que tu as raison parce que cette rencontre que les collègues du CEF ont organisée, c'est très démonstratif de la francophonie des Amériques, n'est-ce pas? Donc, parce que nous sommes les francophones des Amériques. Le français a toujours été très fort au Brésil jusqu'aux années 50. J'imagine qu'en Argentine et en Uruguay aussi, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un travail militant de continuer à permettre à des étudiants des différents milieux de pouvoir étudier le français qui est devenu une langue étrangère, je dirais, entre guillemets, des élites au Brésil, parce que ceux qui peuvent payer vont étudier dans les alliances françaises, dans des cours privés. Donc, dans les écoles publiques au Brésil, le français est vraiment très faible. Même si le Collège Pedro II est une grande institution, nous sommes un peu seuls à Rio. Donc, je suis très contente aussi de connaître les autres initiatives que vous apportez, même si les contextes sont différents. Martine est du réseau public aussi, n'est-ce pas, Martine, en Uruguay, donc, et ton projet dans un contexte très spécifique du Canada. Donc, je suis très contente aussi. Merci, les filles, pour cette invitation. Je suis très contente. Oui, c'est vraiment bien. Très, très bien. Merci à vous. Pareil. Non, pareil pour moi. Tout l'intérêt de cette rencontre, c'est justement, souvent on passe par la métropole après pour parler avec nos voisins francophones. Et voilà, je suis ravi justement de faire votre connaissance. Et notamment, c'est un peu la réalité aussi, tu disais, Gabriel, bon, le Brésil, c'est un grand pays, mais après, je connais pas trop la présence du français. L'Uruguay, c'est un tout petit pays, donc forcément, c'est vachement, disons, porteur de pouvoir échanger avec nos voisins des Amériques et intégrer ces grands réseaux de la francophonie des Amériques. Comme vous disiez, voilà, après ici, je sais qu'en Argentine, au Brésil, la formation, elle est universitaire, je pense, hein, pour les enseignants. C'est pas le cas de l'Uruguay, mais bon, il y a cette volonté, comme je vous disais, évidemment, la langue, c'est politique, hein. Bon, depuis quelques années, il y a une politique justement d'ouverture aux autres langues ici en Uruguay. Voilà, après, nous, ça reste public, c'est une agence finalement du ministère, mais on a eu toute liberté finalement pour l'élaboration de la méthode. Et voilà, encore une fois, il y a énormément d'acteurs, mais comme je disais, bon, des fois, on doit faire une synthèse avec tous ces acteurs, tous ces partenaires. Mais comme vous l'avez bien dit, toujours, en tout cas, l'esprit, c'est que l'objectif, ce soit l'apprenant, finalement. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il m'a intéressé énormément le thème de ces cycles. Je ne sais pas si ça va continuer, mais voilà. En fait, on va être attentif au contexte et à la situation de nos apprenants. Imaginez les écoles publiques uruguayennes, comme je vous disais, en province, qui n'ont pas accès à la langue française ou aux cultures francophones, sauf à travers, des fois, à travers quelques clichés, stéréotypes, très souvent associés à une culture élitiste ou un peu, voilà, cette nostalgie d'une certaine culture. Et voilà, justement, c'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir le plus largement possible cette idée d'un français vivant et finalement ancré dans des réalités locales. C'est ça.